Essayiste et romancier, on le retrouve tous les samedis à 11h sur France Musique pour un parcours musical intitulé « Étonnez-moi ». Benoît Dutertre, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous, non pas pour l'émission de France Musique, c'est une émission qui parle de quoi? Oh, c'est une émission, ça a commencé par l'opérette, et puis ça s'est élargi au musical, à la chanson française, à toutes ces choses un peu disparues qui ont fait la gloire de Paris, d'ailleurs, qui était vraiment la ville de la chanson, et voilà, que j'essaie de mettre à l'honneur depuis maintenant 20 ans, tous les samedis sur France Musique, alors en recevant des vedettes un peu oubliées, et puis aussi en faisant entendre les belles chansons, les spectacles d'autrefois, les humoristes musicaux, il y en avait beaucoup aussi en France, enfin voilà, voilà, une œuvre utile. Un genre qu'on entend peu ailleurs. Une œuvre utile, enfin, sur France Musique. Et vous venez présenter une chronique fantaisiste intitulée « Les dents de la mer ». C'est aux éditions Fayard. Et la mer en question, c'est Anne Hidalgo, le maire de Paris. Alors, vous dites, dès les premières lignes de l'ouvrage, qu'elle vient hanter vos nuits. Pourquoi cette femme politique vous obsède à ce point, Benoît Dutertre? Alors, il faut dire que c'est un livre assez fantaisiste, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'essais assez sérieux sur Paris, sur la politique parisienne, et puis de scènes plus loufoques où j'imagine effectivement qu'une personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Anne Hidalgo vient chez moi jusqu'au milieu de la nuit pour essayer de m'enrôler et de m'obliger à faire de la bicyclette. Il se trouve que j'ai horreur de la bicyclette, et puis à d'autres endroits, voilà, elle s'évertue à me persécuter en compliquant mes déplacements dans Paris, ce qui est un petit peu la réalité quand même. Alors j'en ai fait à la fois des scènes sérieuses et des scènes moins sérieuses, mais en fait le point de départ de ce livre, qui est une réflexion sur Paris, sur son évolution, parce que j'aime Paris depuis fort longtemps, le point de départ, c'est que ça m'exaspérait d'entendre tout le temps, dans le discours de la municipalité et d'Anne Hidalgo, cette opposition qui était créée entre, il y aurait eu d'un côté les automobilistes et une espèce de lobby pro-pollution, et puis de l'autre côté les Parisiens qui souffrent et qu'on protège. Or moi, qui ne conduis pas, qui n'ai jamais d'ailleurs eu de voiture, etc., qui ne fait pas partie de ces méchants automobilistes, qui suis simplement un Parisien piéton, quasiment un bobo parfait par certains aspects de mon mode de vie, eh bien moi aussi je souffre de cette politique municipale pour le tout vélo, contre la voiture, pour la fête permanente, le réaménagement du décor, tout ça. Au fond, gâche mon plaisir d'être parisien, et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre. On va évoquer vos souffrances de piéton parisien. Souffrance d'un piéton de Paris. Mais avant, quand même, écoutez, Anne Hidalgo, on a du mal à saisir quand même votre acharnement. Je comprends bien qu'il soit fantaisiste, mais vous dites, l'ego qui séjourne dans ce corps me déplaît, son autosatisfaction à quelque chose de vulgaire. On est quand même loin du portrait que l'on fait d'Anne Hidalgo, habituellement aimable et respectueuse de l'adversaire. Non, elle est très cassante. Elle est très cassante. Moi, c'est aussi une des choses qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Je veux dire, quand, après la fermeture brutale, pas annoncée d'ailleurs dans son programme, brutale, immédiate, violente de la voie Georges Pompidou, donc ce fragment de la voie sur berge de la rive droite qui était quand même particulièrement utile. Évidemment, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des vies très compliquées, dans les embouteillages, dans la circulation, notamment des banlieusards. Elle n'a jamais donné l'impression de prendre en compte, si peu que ce soit, la difficulté quotidienne de cette partie de la population. Elle a toujours été extrêmement cassante. C'est un lobby conservateur. C'était une de ses expressions qui simplement s'oppose à moi, ou alors un lobby éventuellement contre les femmes, ou peut-être même contre les Espagnols d'origine. En fait, on a eu tous les arguments les plus extravagants, mais voilà, une façon un peu cassante toujours de refuser le débat et de renvoyer l'adversaire dans une espèce de catégorie qu'on ne devrait pas prendre en compte. Alors, vos reproches à l'égard de la municipalité de gauche parisienne sortent quand même de l'ordinaire. Premier exemple, au détour d'une page, c'est page 10, l'air sentait mauvais. Voilà, Hidalgo n'est pas responsable de ça quand même. Ah non, je ne dis pas qu'elle a créé la pollution à Paris, non. Ce que je dis, c'est que les moyens énormes qu'elle a mis en œuvre pour théoriquement lutter contre la pollution n'ont rien amélioré, voire ont encore fait empirer les choses. Il se trouve que, alors évidemment, on peut ricaner parce qu'il se trouve que j'habite Île de la Cité. Alors, c'est pas bien peut-être d'habiter Île de la Cité parce qu'on est censé faire partie d'une catégorie privilégiée, n'est-ce pas? Ultra privilégiée. Ultra privilégiée. Non, j'habite un immeuble tout à fait normal, pas spécialement un immeuble de grande bourgeoisie dans l'Île de la Cité. Il y a tout un quartier d'habitation là près de l'Hôtel-Dieu où je vis depuis 30 ans. Et donc, je suis au cœur du désastre, si je peux dire, parce que les voies sur berge, c'était
juste à côté, les grands axes sont là. Et j'ai vu comment, mais j'ai vu quotidiennement, parce que c'est un livre au fond de mon expérience personnelle, comment toute cette circulation, cette pollution qu'on a prétendu supprimer de la voie sur Berge, elle s'est répandue plus haut dans la ville, sur le quai de l'Hôtel de Ville, boulevard Saint-Germain, dans tout le quartier adjacent qui est devenu un enfer. Donc avec autant d'embouteillages qu'avant, donc avec autant d'air qui sent mauvais qu'avant, mais avec en plus un bruit permanent lié aux véhicules de secours, aux véhicules de police qui avant arrivaient quand même à s'écouler par la voie Georges Pompidou. Donc en fait, rien ne s'est amélioré. Et je dirais c'est pire que ça parce que vous savez, les malheureux conducteurs qui avec leur GPS cherchent toujours une issue, maintenant prennent toutes les petites rues où il n'y avait jamais de voitures qui sont encombrées le soir comme on n'avait jamais vu. Donc il y a vraiment au centre de Paris, je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais au centre de Paris, une espèce de désastre de ces mesures qui font d'ailleurs qu'il a été constaté que la pollution avait augmenté boulevard Saint-Germain, avait augmenté au pont de la Tournelle, avait augmenté sur le quai du Louvre, etc. C'est comme ça. Et tout ça, ça n'est jamais dit, puisque tout ça est fait au nom du développement durable et qu'il ne reste que le slogan, que le projet, mais la réalité des faits, elle n'est pas vraiment dite ou exprimée. C'est pour ça que j'ai voulu raconter mon histoire de Parisien. Et jour après jour, d'ailleurs, vous êtes formidable parce que vous dites que vous luttez pour contrôler vos agacements. Votre agacement, alors, il vient de cette incapacité, si j'ai bien compris, à vous promener dans Paris, avec ce qu'il faut bien appeler l'anarchie sur les trottoirs. Est-ce que je me trompe de ça? C'est l'éloge de la promenade que vous faites, un éloge de la promenade. Moi, je suis un promeneur, je marche. Comme je vous ai dit, j'ai pas de voiture. Je pense que Paris est une ville merveilleuse pour la promenade, où j'ai passé ma vie à arpenter les rues de Paris, parfois même partant à l'aventure, dans des quartiers que je connais pas, etc. Il y a toujours 1000 choses à regarder, des immeubles, des détails, etc. Paris est une ville qui se prête merveilleusement à la déambulation du piéton, relayée par un peu de métro, un peu d'autobus. Pourquoi pas un peu de vélo? J'ai toujours eu des amis qui ont fait du vélo à Paris. Mais bon, tout ça, il y a un équilibre qui fonctionnait pas trop mal, même s'il y avait sans doute un peu trop de voitures. Tout d'un coup, la priorité absolue donnée aux fameuses mobilités douces fait que les trottoirs se sont transformés en scène de guerre, en enfer permanent, en lieu de brutalité, de cruauté. Je raconte comment le premier représentant de la mobilité douce, le cycliste, ne connaît aucune loi, passe sur le passage clouté, roule à contresens, roule sur le trottoir, et si vous avez le malheur de lui faire une remarque, vous soulève le doigt comme ça ou vous envoie une insulte. Ça, c'est ce qu'on appelle la circulation douce. C'est pas beaucoup mieux d'ailleurs du côté des trottinettes dont on sait le nombre d'accidents. Vous dites un ordre nouveau qui sème la terreur à trottinette. C'est à ce point-là. En plus de ça, les trottoirs... Ou est-ce que c'est quand même fantaisiste un peu? Non, c'est à ce point-là. Non, c'est à ce point-là. Allez voir par endroits, justement, quai de l'Hôtel de Ville ou quai de New York, comment par exemple le trottoir a été diminué de moitié pour être transformé en moitié en piste cyclable, qui n'est pas vraiment séparée du reste du trottoir. Donc il ne faut surtout pas que votre pied dépasse sur la zone des cyclistes qui sont extrêmement intolérants. Mais le piéton, lui, doit se serrer dans une petite portion. Ailleurs, ce sont toutes ces zones de stationnement de bicyclettes, de vélib et de trottinettes qui ont coupé les trottoirs qui étaient déjà, il faut le dire, bien avant Anne Hidalgo, encombrés par les potelets, vous savez, on appelle ça comme ça, qui empêchent vraiment de déambuler. Vous savez, c'est Cioran qui disait le plus grand événement de la fin deuxième moitié du XXe siècle, c'est la disparition des trottoirs. C'était que le début, mais là, ça s'est encore aggravé. Voilà, vous dites sur les trottoirs, c'est le règne de la loi du plus fort. C'est ça, et le plus fort, c'est toujours celui qui roule par rapport à celui qui marche. C'est-à-dire que j'avais cru, en fait, parce que comme je l'ai déjà dit, je ne conduis pas, j'ai pas de voiture, je n'ai pas spécialement de passion pour la voiture, et je croyais que les automobilistes étaient vraiment... l'exemple absolu de l'incivilité, puisque l'automobiliste, le principe, c'est qu'il ne reconnaît jamais son tort. S'il fait une erreur, il va gueuler plus fort que l'autre pour dire que c'est l'autre qui a tort. C'est les échanges auxquels on assiste régulièrement. Et ce qui a été fascinant, c'est de voir comment les cyclistes ont repris le comportement des automobilistes vis-à-vis des piétons, c'est-à-dire un mépris total, une façon de vous envoyer paître, le refus de respecter aucune règle et une capacité de devenir assez agressif si on vous le fait remarquer, quoi. Alors, vos reproches, ils sortent, je l'ai dit, de l'ordinaire, par exemple. On s'est beaucoup moqué de la boboisation de la capitale. Vous dites, moi, je suis un bobo. Vous l'avez répété à nouveau un instant. Donc, vous avez les caractéristiques de ce bourgeois bohème. Voilà, je conduis pas, je vis dans des milieux culturels, voilà, au centre de Paris, etc. Et vous cultivez vos plantes aromatiques sur votre balcon. Pas jusque-là, mais j'achèterais bien plutôt bio quand même. D'accord. Et d'un seul coup, en fait, c'est pas ça qui retient votre attention, c'est ce que vous appelez la touristification.
Qu'est-ce que c'est que la touristification ? Alors, il faut bien dire que dans ce livre, donc, il y a la question de la circulation, parce qu'elle est centrale à Paris, et les Parisiens le savent bien, et les banlieusards aussi. Mais j'aborde beaucoup d'autres sujets d'une certaine détérioration de l'espace parisien. Et effectivement, la touristification à outrance, ça veut dire l'augmentation volontaire chaque année du tourisme de masse dans Paris. Il faut dire que l'équipe municipale autour d'Anne Hidalgo, qui est aujourd'hui en campagne, a tout d'un coup adoucit son discours et nous dit aujourd'hui, voilà, le tourisme, l'industrie touristique, c'est pas un objectif, on doit contrôler tout ça. En réalité, ça a été un objectif affiché de la ville pendant plusieurs années, plus de % par an de tourisme. Alors, qu'est-ce que ça induit dans la ville ? Ça induit à la fois la transformation progressive de certains quartiers en base touristique, c'est le cas de mon quartier de l'île de la Cité, qui n'était pas ça autrefois. Hein. Et d'ailleurs, dans beaucoup de villes du monde, on va voir des monuments sans forcément passer par des zones d'accueil, des zones de magasins de tourisme, etc. Non, les monuments, ils sont bien dans la ville, hein, comme on voit à Rome ou à New York d'ailleurs. Mais là, tout d'un coup, c'est toute l'île qui est en train de se transformer en base touristique, avec d'ailleurs des grands projets architecturaux. Et puis, c'est aussi la circulation permanente dans Paris de ces autobus à 2 étages, de compagnies privées, avec des titres en anglais en général, qui, alors, pour le coup, créent partout des embouteillages et des encombrements. Et ça, la ville n'a rien fait contre. C'est-à-dire que d'un côté, on sanctionne le travailleur, si j'ose dire, qui a besoin d'utiliser son automobile. De l'autre côté, on favorise le développement de ces compagnies qui, alors, vraiment contribuent à l'aggravation de la pollution et des embouteillages dans Paris. Mais est-ce que votre choix serait de faire comme à Barcelone, par exemple, on en parle souvent, c'est-à-dire de maîtriser cette touristification ? Bien sûr. Attention, parce que les mots de xénophobie qui non, le tourisme, c'est le alors, on va dire c'est une vision élitiste de Bobo, peut-être. Privilégié d'un quartier privilégié. Moi, je n'ai jamais visité une ville dans un bus à touristes. Quand je vais dans une grande ville du monde que je connais pas, mon plaisir, c'est d'utiliser les transports qui existent là-bas, de prendre le bus, de prendre le métro, d'être avec les gens, etc. Mais ce flux comme ça d'autobus qui font en général, vous savez, le parcours, c'est Paris, Euro Disney, hein, une journée pour chaque, en gros, et qui d'ailleurs ne rapportent pas grand-chose à la capitale, parce qu'ils font leur tour à toute vitesse, ils achètent 3 souvenirs et puis ils repartent. À quoi ça sert ? Je veux dire, c'est quoi cette espèce d'objectif toujours du chiffre, de faire plus de chiffres avec ces flux touristiques ? Pour moi, ça n'a aucun intérêt pour les Parisiens. Et donc, bien sûr, les étrangers sont bienvenus à Paris, qu'ils viennent, qu'ils profitent, qu'ils aiment cette ville, je m'en réjouis. Mais on n'a pas besoin d'organiser ça à une telle échelle. Alors, c'est la surprise, c'est un dernier reproche qui sort un petit peu du romancier, de l'essayiste et de la personne attachée à la culture et à la culture parisienne. C'est un argument quasiment économique, financier, c'est le fait que la mairie traite des pans entiers de sa politique municipale à travers des entreprises privées. Plutôt Bernard Arnault que d'autres d'ailleurs, par exemple. Oui, ça vous choque alors que... C'est la contradiction. Non, mais d'abord, c'est la contradiction d'Anne Hidalgo. J'ai dit, bon, il y a cette contradiction par rapport à l'écologie, c'est-à-dire qu'elle se présente comme Madame Écologie, alors qu'en réalité, sa politique se traduit par des dégradations dans Paris très concrètes et très anti-écologiques. Mais d'une autre façon, elle se présente comme la vraie gauche. Vous savez, c'est côté un peu la passionnariat du camp des travailleurs. Elle a ce côté-là qu'elle aime bien montrer un peu, Anne Hidalgo. Et en réalité, elle est quand même extrêmement liée au milieu d'affaires et effectivement à ces grands patrons qui reprennent en main des pans entiers de Paris, à commencer par tout le quartier de la Samaritaine, par exemple, avec Bernard Arnault, par la Bourse du Commerce avec François Pinault. Je ne suis pas forcément contre, mais quand ça va jusqu'à des affichages géants de publicité sur les grands monuments de Paris à travers la ville, alors là, ça me choque vraiment, parce que c'est pas beau, c'est pas chic d'avoir une grande montre de marque ou un téléphone qui recouvre le palais de justice ou je ne sais quelle chose qu'il faut rénover. Mais c'est pas seulement la question des grands patrons et des grandes entreprises de prestige qui participent aux travaux. C'est aussi, et c'est pas spécialement d'ailleurs la faute de la ville, mais elle n'a rien fait contre non plus, c'est la franchisation des trottoirs qui m'obsède. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années le petit commerce parisien, d'une certaine façon, racheté par des chaînes de nourriture rapide. Vous les citez à chaque fois. Je les cite à travers le livre, il y en a certaines même qui reviennent 10 ou 20 fois. Les mêmes chaînes qu'on trouve dans toutes les villes
du un chocolat au monde. Starbucks, par exemple, c'est pas Le votre truc. Starbucks Coffee, le Daily Monop, tout ce que vous voulez. Et on a maintenant l'impression, voilà, ça a remplacé l'arabe du coin. Moi, j'aimais bien le petit commerce parisien qui était assez prospère et qui avait été bien défendu malgré tout sous Chirac, sous Tibéri, etc. Et aujourd'hui, le petit commerce parisien, pour des tas de raisons qui sont liées au coût de l'immobilier, au poids des normes, etc., il est en train de disparaître et d'être racheté par ces franchises qui donnent l'impression qu'on déambule, voilà, dans les allées d'un grand magasin qui serait un peu le même partout dans le monde et qui est en train de devenir le trottoir parisien. Alors, en lisant l'ouvrage, toujours, on ne peut pas penser qu'à travers votre éloge de la promenade, votre éloge du silence, votre éloge de Jean Tibéri, l'ancien maire de la ville, on est dans la nostalgie. Mais une nostalgie qui remonte à 60 ans. Benoît Duterte, vous n'étiez pas né. On assassine Paris depuis les années 60. On ne vous a pas attendu. Ah oh, non, mais j'en parle. J'en parle de l'assassinat de Paris, hein, parce que c'est le titre d'un très beau livre d'un historien de Paris qui s'appelait Louis Chevalier, qui a aussi écrit Montmartre du plaisir et du crime, etc., Les Parisiens, plusieurs livres, et qui effectivement avait écrit, il était condisciple de Pompidou à l'école normale, et il avait été très choqué par les travaux, les projets de son ami Pompidou. Il a écrit ce livre, L'assassinat de Paris, sur les grands travaux des années 50, 60, 70, surtout 60-70 d'ailleurs, hein, qui ont vraiment commencé à bouleverser Paris là d'une façon brutale. On a commencé par ce qui était le pire pour Louis Chevalier, c'est-à-dire la destruction des Halles. Et moi, ma grande nostalgie, parce que je suis nostalgique, vous avez raison, c'est de ne pas avoir connu les Halles de Paris dans leur splendeur. Mais donc je sais que voilà, les vagues de destruction de Paris, elles se sont suivies. Puis même d'ailleurs, Haussmann, d'une certaine façon, il avait détruit un ancien Paris. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'en dise la mairie, on assiste aussi à une nouvelle forme de destruction, de transformation de la ville, et que ce n'est plus seulement au nom des intérêts des Parisiens dans leur vie quotidienne, mais c'est au nom du bien, du sauvetage de la planète, d'espèces de grandes causes que la ville met sans arrêt en avant. Et moi, je trouve que la responsabilité d'un maire ou d'une mairie, c'est d'abord de gérer sa ville, de la rendre agréable pour ses habitants, de la rendre pratique, bien avant de vouloir sauver l'humanité tout entière. Oui, mais je peux vous rétorquer que les dents de la mer indiquent un point de vue qui n'est pas partagé par l'ensemble des Parisiens. Regardez, tous les sondages donnent Anne Hidalgo réélue à la mairie de Paris. Tous les sondages donnent 25% à Anne Hidalgo, ça fait un quart des Parisiens, hein. D'accord, mais tout le monde, les Parisiens pensent quand même que Hidalgo agit pour le bien commun. Oh, qui, lesquels? Au moins 25%. Oui, 25%, voilà, il y en a 75% qui ne le pensent pas. Mais qui peuvent se rallier. Ils peuvent se rallier, on verra bien. En tout cas, moi, j'ai voulu donner mon point de vue très concret, voilà, de Parisien qui vit dans sa ville, qui observe autour de lui et voilà, qui est pas toujours très content. Et vous affirmez que Paris a besoin d'un maire aux ambitions limitées, attaché à sa ville, plutôt qu'un sauvetage de l'humanité tout entière. Voilà. Vous signez cela? Ah oui, je le dis. Et vous pensez à qui alors? Non, simplement, je m'amuse parce que vous pensez à personne, en fait. Vous pensez que Anne Hidalgo n'est pas le bon maire, je ne suis pas là pour dire qui sera le bon. Mais par contre... C'est quand même incroyable, ça veut dire, vous dites qui est le mauvais, mais vous n'êtes pas capable de me dire qui est le bon. Non, je constate ce qu'a fait Anne Hidalgo alors qu'elle était aux fonctions de maire de Paris. Je ne peux pas savoir ce que vont faire les autres. Je pense que, voilà, parmi les candidats, il y en a certains qui ont des qualités. Je dois vous avouer que, malgré tout, les candidatures par exemple, de Griveaux, qui n'est plus candidat, ou de Villani, m'ont fait un peu peur parce qu'ils donnaient l'impression d'aller encore plus loin qu'Hidalgo dans le même sens. C'est-à-dire là, il s'agissait tout d'un coup, comme vous le savez, de transformer la gare de l'Est en Central Park, on ne sait pas pourquoi, ou d'exiler... Ce n'est pas non plus. Ou d'exiler la gare du Nord en Seine-Saint-Denis. Alors si c'est ça, effectivement, le choix face à Hidalgo, ça n'est pas le mien. Mais il y a encore d'autres candidats. Ah bon? Qui ça? Je ne sais pas, on verra bien. Vous votez à Paris quand même? Je vote à Paris. Vous savez que beaucoup de Parisiens ne votent pas à Paris. Non, je partage ma vie entre Paris et un petit village des Vosges où je vais beaucoup pour écrire, où je suis très heureux. Mais j'ai choisi justement de rester, après l'apparition de ce livre, évidemment électeur à Paris, parce que je vais aller jusqu'au bout de mon engagement et je voterai à Paris, bien sûr. Vous savez, beaucoup de maires de droite disent « Ah là là, si tous les gens de mon quartier votaient à Paris, ça renforcerait la droite parisienne classique, ou même la droite nationale. » Oui, sans doute, oui, c'est le cas de beaucoup de gens que je connais qui votent effectivement dans leur village. Bon, donc vous ne voulez pas me dire pour qui vous allez voter, quoi. Non. Clairement. D'accord, j'ai bien compris, donc je ne vais pas insister. Alors, je vais insister de manière différente. On dit, est-ce que ce pamphlet contre une icône, vous l'avez dit, de la gauche, une amie de Yann Brossa, mais aussi de Bernard Arnault, est-ce que ce n'est pas dangereux? Cela ne fait pas forcément gagner des votes pour entrer à l'Académie française, si vous suivez mon regard.
Ah, oh, l'Académie... Vous avez été candidat à l'Académie française, de manière assez glorieuse d'ailleurs, même si vous oui, n'avez ça s'est pas... assez bien passé, il manquait quelques voix, mais pas beaucoup, donc j'y retournerai sans doute un de ces jours. C'est en clivant qu'on va gagner? Non, mais moi, je ne cherche pas à cliver, moi, mais je raconte mon expérience concrète de Parisien, et je suis sûr qu'il y a des gens de gauche qui la partagent. J'ai pu observer au fil des échanges, depuis l'apparition de ce livre, que beaucoup de gens que je prenais un peu comme moi pour des incarnations de bobos écolos votant à gauche ne supportent pas cette politique. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Donc je suis sûr que parmi les grands esprits de l'Académie française, même les plus progressistes se retrouveront peut-être pour une part dans mes analyses. Bon. Est-ce que la dernière question, elle est très simple, c'est quand vous retournez dans votre île de la Cité, que vous voyez les projets qui étaient annoncés, qui sont un peu en suspens en raison de l'incendie Notre-Dame de Paris. Quel avenir vous voyez pour l'île de la Cité et au-delà pour Notre-Dame? Est-ce que pour vous, ça a été un drame? Ça a été un drame. Je rentrais de chez moi de faire mes courses par la rue de Bièvre. Tout d'un coup, je suis arrivé sur le pont de l'Archevêché. L'incendie commençait, mais était déjà à l'arrière violent. de Notre-Dame, voilà. Sur le côté à l'arrière. Voilà. Et ça a été affreux. Ça a été une des pires soirées que j'ai vécues. Et les semaines et les mois qu'on suivi ont été affreux aussi parce que le quartier a été bouleversé. On a détruit le si joli petit square Jean 23 pour faire la cité de chantier. Il fallait bien sans doute. On a entouré tout ça de palissades. On devait rentrer dans l'île comme dans un camp retranché en présentant ses papiers, etc. Non, c'est terrible tout ça. Ça m'a beaucoup attristé. Puis j'aimais tellement descendre la rue Beaubourg en voyant peu à peu monter, grandir le toit de Notre-Dame qui était si beau. Alors maintenant, curieusement, il y a quelque chose de nouveau parce que le toit ayant brûlé, on voit le Panthéon derrière comme si c'était un clocher supplémentaire de Notre-Dame. Enfin non, ça a été terrible. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a derrière tout ça, il y a, au-delà de la restauration, bien sûr, de la cathédrale, il y a un grand projet qui avait été lancé par François Hollande et Anne Hidalgo de refonte de toute l'île de la Cité, puisque, comme vous savez, beaucoup de services de justice et de police vont partir, et le projet a été confié à Dominique Perrault, dont je ne trouve pas que la grande bibliothèque de France soit vraiment, si était une œuvre très glorieuse. C'est le plus grand rattache parisien. Je suis d'accord avec vous, le plus grand rattache parisien. Alors voilà, ce monsieur qui tout d'un coup veut refaire l'île de la Cité avec des choses extravagantes, comme par exemple de construire une grande cloche de verre. Il adore les cloches de verre aussi pour ranger des livres à la bibliothèque, mais aussi à l'île de la Cité. Il y a trop de soleil. Pour recouvrir le marché aux fleurs. Le marché aux fleurs, c'est ce qu'il y a de plus joli dans l'île de la Cité. Voilà un petit vestige haussmannien, avec des pavillons ravissants, des fontaines Wallace, des fleurs, des fleuristes, le marché aux animaux du dimanche. Et voilà, et tout d'un coup, en visite là-bas, apparemment, Anne Hidalgo et son entourage ont trouvé que c'était un peu mort, etc. Et dans le projet de refonte de l'île de la Cité, il y a plus que la rénovation, la destruction et la réinvention festive, quand même la ville, du marché aux fleurs. Mais c'est trop triste, quoi, des choses pareilles. De la même façon, la dalle de Notre-Dame va se transformer en grande base d'accueil pour les touristes, puisque un tiers de l'Hôtel Dieu a déjà été cédé par la PHP. Pourtant, on a bien besoin d'hôpitaux en France. Un tiers a été cédé pour construire des espaces touristiques, de la restauration, etc. Toute la partie qui donne sur Notre-Dame. Donc voilà, voilà cette touristification dont je parlais, malheureusement, elle est tout à fait à l'œuvre dans ce quartier de Notre-Dame. Notre-Dame-Land Paris. Voilà, et moi je préfère, juste comme je faisais quand j'ai commencé à habiter par là, entrer juste, voilà, pour le plaisir et par hasard, comme ça, dans Notre-Dame, et puis y passer un moment, m'asseoir, me promener, regarder, respirer, mais sans que tout ça passe par une espèce d'organisation de tourisme de masse. Merci beaucoup Benoît Dutertre pour Les Dents de la Mer, souffrance d'un piéton à Paris. Vous avez pu entendre cette souffrance, c'était aux éditions Fayard. Merci d'être venu sur TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous, monsieur.